D'accord. Je disais la chose suivante. Je remercie tous ceux qui sont ici, et notamment ceux qui sont venus à la nage depuis le Pacifique nous rejoindre. Je suis vraiment très content et très ému de cette réunion qui va nous permettre d'avoir un thermomètre pour prendre le pouls, la température de la situation économique et de la situation sociale, dans la mesure où effectivement, c'est l'une des vocations du CESE de mesurer et de donner les éléments qui permettent de faire évoluer les choses. On va commencer d'ici, quoi, 2 minutes. Comment ça va se passer? Je vais faire une présentation rapide de chacun d'entre vous. Je vais donner la parole, si vous êtes d'accord, au président Leung. Ensuite, Madame la Présidente, si vous le permettez. Teva Rofrich sera en direct avec nous, mais en présence, en distanciel, en visio, etc., etc. Hervé Tonnerre, merci, Monsieur le Directeur, d'être là. Madame la Présidente, tu pourras t'éclipser au bout de 20 minutes. Voilà. En tout cas, merci d'avoir eu la gentillesse de bousculer le calendrier. Et à la nage, c'est un peu long. Voilà. Mais l'essentiel, c'est de remonter la scène. Oui, c'était ça le plus. Voilà. Tout le monde est là, on peut commencer. Marie-Christine, n'hésite pas à jouer la mouche du coche comme d'habitude et à venir, non pas donner des penses-bêtes au directeur de la BDT, également à M. Destom, mais à être à mon service seul. Voilà, je suis un patriarche jaloux. Tout le monde est prêt? Parfait. On y va. Merci à Guillaume également de nous avoir reçus, de nous avoir mis toute la technique et la technologie à notre disposition. Cinq, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour. Outre-mer 360 organise en partenariat avec la délégation aux Outre-mer au Conseil économique et social et environnemental une table ronde, ce qu'on appelle maintenant une table ronde webinaire sur l'économie des Outre-mer au sortir de la crise sanitaire. Juste un mot sur l'émission du CESE. Le CESE, qu'est-ce que c'est? C'est la troisième chambre constitutionnelle. Elle représente la société civile. Il conseille le gouvernement et le Parlement et il participe à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques. C'est une sorte de thermomètre social et économique. Notre table ronde illustre un peu la présentation ce mercredi d'un avis de suite sur le plan de relance et territorialisation dans les Outre-mer, un document présenté par Inès Bouchot-Choisy et par Olivier Munier. La technologie nous permet cet après-midi, aujourd'hui, de rassembler tout le monde, réunir tous les océans. Nous nous appuyons pour cela sur les dispositifs techniques du CESE conjugués à ceux d'Outre-mer 360, des dispositifs qui permettent à nos invités d'être parmi nous en distanciel. L'économie des Outre-mer au sortir de la crise, telle est la vraie question. Nos économies ont été lourdement impactées, bousculées. Cette crise sanitaire a mis à l'épreuve et du coup révèle les fragilités, mais également les forces de résilience de nos modèles économiques et de faire évoluer leurs modèles, mais également de mettre en lumière le rôle des collectivités locales qui ont été souvent décriées au cours de ces dernières semaines et de mettre en lumière également le rôle de l'État. Alors, comment cette crise a-t-elle été surmontée? Quels sont les effets des politiques économiques? Aide d'urgence, PGE, plan de relance. Comment relancer l'activité alors que le secteur du tourisme n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-crise? Ce sont les questions que nous allons poser à nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Éric Leung,
merci, bonjour, puisque nous sommes chez vous. Vous êtes président de la délégation aux Outre-mer du CESE, entrepreneur, ancien président de la CPME de La Réunion. Joël Destom, conseiller économique et social au CESE européen. Sonia Baquès, présidente de l'Assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie. Avec nous en distanciel également, Teva Rofrich, sénateur de Polynésie, il sera en visio. Hervé Tonnerre, directeur des Outre-mer de la Banque des Territoires. Merci Hervé d'être là avec nous. Philippe Joc, président de la CCI de Martinique. Madame Nadine Afidou, conseillère du CESE et vice-président de la délégation aux Outre-mer. Philippe Waclor, délégué régional d'Orange Guadeloupe. Charles Nebo, jeune chef d'entreprise d'un cabinet en gestion de patrimoine et d'un institut de pédagogie financière à destination du grand public. Il va nous permettre un peu, avec ses amis, d'être un peu le thermomètre de ce qui se passe au niveau des petites économies, si je puis dire, du sixième dôme. On en parle de plus en plus. Et puis la façon dont cela réagit dans les petits portefeuilles au niveau des Outre-mer. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche, si je puis dire, Bruno Blandin, qui représente la FEDOM, puisque M. Mariton étant en ce moment en Nouvelle-Calédonie, chez vous, Madame la Présidente. Et puis, nous avons également notre ami qui va se présenter en visio. Voilà. Voilà. Alors, et Alain André, qui est vice-président de la délégation. Je suis chez vous et je ne vous mentionne même pas. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous, messieurs. Monsieur le Président, après toutes ces questions, vous répondez quoi en 3 minutes? 3 minutes chrono. 3 minutes Je vais chrono. prendre 10 secondes pour vous remercier de votre initiative sur cette première table ronde au sortir de la crise pandémique Covid et en lien avec notre monde économique. Mais je tenais aussi à la fois vous remercier, mais aussi remercier le président Thierry Baudet, le président du CESE, qui a accepté effectivement de recevoir votre émission et de nous recevoir aujourd'hui. Je tiens à saluer l'ensemble des collègues qui sont de la délégation d'Outre-mer qui sont en visio et nos 2 vice-présidents, donc Alain André qui est vice-président de la délégation d'Outre-mer et Nadine Afidou qui est notre vice-présidente, ainsi que les conseillers et les conseillers. Alors très brièvement… Question. Quel état des lieux pour nos Outre-mer après 2 années de crise sanitaire? Deuxièmement, comment relancer l'activité? Alors, si vous me donnez 3 minutes pour répondre à ces 2 questions, c'est un peu compliqué parce que je souhaiterais d'abord vous dire que les Outre-mer ne sont pas apparus depuis mars 2020. Avant mars 2020, nos 11 territoires, les DROM, les COM, les pays d'outre-mer, avaient connu, selon nos 3 océans, des taux de croissance d'à peu près 1,5 par an de PIB, mais sauf que nous avons eu des bégaiements en 2017 et 2018. Rappelons-nous la crise des Gilets jaunes en 2018, 2017, les événements que nous avons eus aux Antilles, et que peu ou prou, nous n'avons pas démarré cette crise pandémique en 2020 de manière uniforme dans nos 11 territoires. Ça, c'est important de le préciser, parce que ensuite, il est important aussi de préciser, c'est que, à l'inverse de ce qui s'est passé en métropole, les différentes séquences sanitaires, de crise sanitaire, ont été vécues de façon différenciée. J'ai en mémoire Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai en mémoire la Polynésie française qui avait été un peu après l'île de la Réunion ou un peu après Mayotte. Donc tout ça pour vous dire que malgré tout, il ne faut pas avoir un regard unifié de ces 11 territoires, mais bien un regard diversifié, parce que les conséquences de cette crise pandémique seront également diversifiées. Après, ce qui est important de savoir également, c'est que si on récupère, si on prend la première salve de confinement de mars à juin 2020, en hexagone,
la baisse d'activité durant ce premier confinement était de l'ordre de moins 33%, moins 34% sur la moyenne nationale. Et nous l'avons encore vécu de façon distincte, moins 18 sur Mayotte, moins 20 sur les Antilles, la Guyane, moins 25. Par contre, en Polynésie, c'était à moins 34 et la Nouvelle-Calédonie à moins 45. Voilà. Donc tout ça, c'est extrêmement important de le savoir parce qu'il ne s'agit pas de pouvoir donner un seul remède pour les 11 territoires, mais des remèdes différenciés. Et c'est aussi de cette façon que demain, donc Olivier Munier, qui est l'un des deux rapporteurs avec Madame Inès Bouchot-Choisy de l'avis de suite sur le plan de relance, il est important de bien comprendre que ce plan de relance a été aussi différencié sur chacun de ces territoires. Après, aussi, et j'en terminerai là-dessus parce que je pense qu'on aura d'autres questions sur ces problématiques, c'est que de façon structurelle, c'est, me semble-t-il, la partie touristique qui a été le plus durement touchée sur l'ensemble de nos territoires, parce que les 11 territoires que nous représentons, nous vivons, je ne dirais pas principalement, mais nous vivons en grande partie de la filière touristique. Et sur la première période de confinement, nous avons été très, très durement touchés en termes de nuitées, par exemple, où de mai à juin, plus de 90%, nous avons eu plus de 90% de nuitées qui ont été annulées purement et simplement sur nos territoires. Je ne reviendrai pas après sur les remèdes, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais laisser nos collègues s'exprimer sur le diagnostic. Merci. Merci, Eric. Merci, Eric. On passe à Hervé Tonnerre. Mais Hervé, monsieur le directeur, si vous permettez que je pose une question, puisque le président Leung a parlé de territoires de situation diversifiée, j'aimerais aller directement tout de suite en Nouvelle-Calédonie avec vous, Sonia Backès. Vous êtes présidente de la province sud en Nouvelle-Calédonie. Le président Macron, d'ailleurs, a été très, très laudateur vous concernant en disant « la France est belle grâce au fait, est plus belle grâce au fait que la Nouvelle-Calédonie ait voté non au référendum ». Sur le plan économique, quelle est votre appréciation de l'efficacité des mesures économiques du plan de relance? Comment accompagner la sortie des dispositifs d'aide? Ce plan de relance va-t-il permettre d'accompagner une réorientation du modèle économique des territoires? Autre question, quels investissements vous paraissent prioritaires pour soutenir l'économie des territoires? Et dans le cas de la Nouvelle-Calédonie qui est particulier, comment l'État, et vous avez l'interlocuteur devant vous directement, comment l'État a pu aider les entreprises et qu'avez-vous mis en place spécifiquement à la fois le gouvernement de Nouvelle-Calédonie en tant que présidente de la province sud? Pour rappel, vous avez mis en place et prolongé plusieurs soutiens pour les entreprises locales. Voilà pour ce flot de questions. Merci. Et tout ça en 3 minutes, j'imagine. Merci Luc pour les questions. D'abord, la Nouvelle-Calédonie, effectivement, a connu une situation un peu particulière, même si chaque territoire a sans doute des problématiques différentes. C'est qu'on a cumulé 2 crises, une crise sanitaire, comme chacun d'entre vous, et une crise politique, tout ça ayant généré évidemment une crise économique. Donc en fait, on a cumulé ces 3 crises-là dans une période très courte, puisque c'est une période qui a duré en tout 3 ans, avec 3 référendums d'affilée et le virus qui s'est invité pendant cette période politique extrêmement compliquée. Donc, on a vécu une période très, très dure où on a eu énormément de départs de Nouvelle-Calédonie, puisque ce sont 10 000 personnes qui sont parties de Nouvelle-Calédonie entre 2014 et 2019. C'est entre 2 000 et 3 000 personnes qui ont continué à partir depuis 2019 de Nouvelle-Calédonie. Et les personnes qui sont parties, ce sont ceux qui investissent, ceux qui entreprennent et qui finalement ont perdu la confiance dans la Nouvelle-Calédonie et qui donc sont partis. Donc on a vraiment fini l'année 2021 dans une situation extrêmement compliquée. Et heureusement, l'État a été extrêmement présent pour la Nouvelle-Calédonie. Les autres territoires s'exprimeront, mais en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie, on a eu un accompagnement d'une très grande proximité, c'est-à-dire qu'on a eu évidemment sur les questions sanitaires des réponses appropriées avec plus de 150 personnels qui sont arrivés, avec tous les moyens humains, matériels, etc. dont on avait besoin. Et sur le plan économique, c'est près de 80 millions d'euros qui ont été injectés par la France sur les aides économiques directes, en plus des aides aux collectivités. Donc en fait, la situation économique de la Nouvelle-Calédonie a été maintenue
quelque part un peu la tête au-dessus de la ligne de flottaison grâce à ces aides économiques. Et maintenant, on rentre finalement dans une nouvelle phase. On rentre dans une nouvelle phase qui est cette phase de relance que vous avez peut-être commencé un peu avant nous, parce que nous, on a dû attendre le résultat du référendum le 12 décembre 2021 pour sortir de la période d'incertitude. Donc, l'État nous a permis, d'une part, de traverser les difficultés sanitaires et économiques pendant et jusqu'à fin 2021. Et maintenant, l'État nous accompagne également sur la phase de relance, avec une difficulté encore supplémentaire qui est que, à la suite des 3 référendums, nous avons engagé une phase de discussion qui va donner lieu à un nouveau statut, ce qui fait qu'aujourd'hui, et vous savez bien, vous êtes bien tous placés pour savoir que l'économie, c'est avant tout la confiance, le développement économique, c'est avant tout la confiance, et quand on ne sait pas dans quel environnement statutaire on va évoluer, c'est difficile d'investir. Hervé Tonnerre le sait, il connaît parfaitement notre territoire et il nous y accompagne sur tous les projets, enfin sur énormément de projets que nous avons en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai qu'on a du mal à restaurer la confiance quand on ne sait pas ce que sera exactement le territoire de la Nouvelle-Calédonie et quel sera son mode de fonctionnement fiscal, juridique, etc. Donc on rentre dans cette nouvelle phase et malgré tout, malgré cette incertitude, il va nous falloir engager une relance économique forte et l'État nous accompagne avec une volonté de mettre des moyens, notamment, et je réponds à votre dernière question très rapidement, des moyens sur le plan infrastructurel. On a des besoins de développement d'infrastructures lourdes en Nouvelle-Calédonie, absolument indispensables. On a une partie évidemment développement touristique qui a été laissée à l'abandon et on a heureusement par rapport par exemple à la Polynésie pas trop pâti de la crise sanitaire parce que notre tourisme en Nouvelle-Calédonie est assez faible, hein, c'est un peu plus de 100 000 touristes par an, donc ce n'est pas ça qui nous fait vivre. Donc, du coup, ça a été moins rude à traverser à cause de la crise sanitaire. Mais on a besoin de mettre en place des choses pour développer le tourisme. Et donc, le plan de relance est en cours de construction avec l'État et les collectivités de Nouvelle-Calédonie. Merci, Madame la Présidente. Merci pour même pour ces éloges vis-à-vis d'Hervé Tonnerre. Hervé Tonnerre, première question, quelle a été l'action de la Banque des Territoires et de manière plus globale, les institutions publiques, comment celles que vous représentez, ont-elles répondu présent pendant ces 2 dernières années? J'irai un peu plus loin. Pouvez-vous préciser en quoi des acteurs comme le groupe CDC et spécialement la Banque des Territoires peuvent avoir un rôle important, dynamiseur, aux côtés des banques commerciales? Ça fait beaucoup de questions déjà, donc je remercie le CESE puis je remercie Luc Laventure de cette invitation, hein, parce que je suis avec des partenaires de qualité, hein, que ce soit des collectivités. J'ai des propos de la présidente et je le prends pour la Banque des Territoires et pas pour ma modeste personne, les acteurs économiques. Alors, je vais essayer de décliner un petit peu cette crise. Tout à l'heure, j'ai bien aimé ce que disait Eric Long, hein. Les Outre-mer avaient des points de fragilité. Pour avoir vécu en Outre-mer, y compris en Guyane en 2017, il y avait déjà des crises et des sous-jacents de questionnements, que ce soit sociétaux, alors très très nombreux et très très forts, institutionnels en plus en Nouvelle-Calédonie, des dysfonctionnements aussi économiques et des enjeux. La crise, elle a révélé encore plus de fragilité. Donc les premières mesures, pour les acteurs publics comme nous, hein, et là je ne parle pas au nom de l'État, je parle uniquement au nom de la Caisse des dépôts, c'était des mesures de genre, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est des différés d'amortissement, c'est des mesures de souplesse, c'est des fonds Covid qui ont été mis en place pour les très petites entreprises, c'est des dispositifs comme ceci. Après, naturellement, notre rôle, notre mission, c'est d'accompagner la sortie, la reprise et d'être dans un rôle contracyclique. Je pense que c'est vraiment indispensable. Tout à l'heure, la présidente Backès disait qu'il faut redonner de la confiance. La confiance, on voit très bien Poincaré, Pinet, voilà. Bon, ça ne parlera peut-être pas beaucoup à ceux qui sont sur TikTok, mais à un moment, la confiance, c'est une volonté et une croyance. Donc, nous, on estime qu'on peut, à côté des différents partenaires, et je le dis à côté, c'est pour ça que ce webinaire, cette table ronde est très importante, puisque nous, on essaye d'être à la croisée des chemins entre les partenaires vraiment institutionnels, l'État, puisqu'on est établissement public national, les collectivités, on s'appelle Banque des Territoires, et on a une gouvernance faite de parlementaires, donc qui nous demandent, et c'est notre mission d'être au plus près de l'écoute des terrains, mais également les acteurs économiques.
avec des actions qui sont diversifiées. J'essaierai d'illustrer par quelques exemples, notamment sur la Nouvelle-Calédonie, hein, en sachant qu'on a continué, nous, à la fois à investir et à prêter en Nouvelle-Calédonie pendant la période considérée. Ce n'était pas toujours aussi simple, y compris quand on passait un comité d'engagement, je le dis. Hein, on m'a même posé la question d'un risque de change, donc c'était un peu surréaliste. Mais voilà. La Banque des territoires, ça, c'est dans ces gènes. Et je crois que tous ceux qui sont sur des territoires, hein, puisqu'il y a cette implantation et donc des collègues qui sont très, très présents. Hein. Tout à l'heure, on parlait du tourisme. J'ai vu hier ou avant-hier que mon collègue, j'allais dire de la zone Antilles-Guyane, inaugurait les travaux de rénovation du Beach Hotel à Saint-Martin. Donc, on voit qu'on essaie de se mobiliser, mais en fait, pour répondre à la question, on va essayer de travailler sur les externalités positives, c'est-à-dire ça, c'est avec les collectivités. Il faut réaliser les équipements, il faut travailler peut-être aussi sur le numérique, il faut travailler sur la formation, il faut donner la possibilité. On prend la Polynésie, si on n'aide pas le territoire de la Polynésie à moderniser son port autonome, on va avoir un goulet d'étranglement pour les acteurs économiques. Et parallèlement, on va essayer, c'est pour ça qu'on a souhaité aussi avoir un partenariat avec la FEDOM, c'est travailler avec des acteurs économiques, parce que souvent on nous voyait que comme partenaire des collectivités, ou encore de manière lointaine sans savoir ce qu'on faisait, et on essaye d'aller sur des axes économiques. Alors, en complémentarité, ce que fait, je dis toujours, la BPI dans le groupe Caisse des dépôts, mais la BPI est connue, c'est la Banque des entreprises. Nous, c'est des projets territoriaux qui peuvent aider les territoires. Aider les territoires, par exemple, pour la Calédonie, ça peut aider à être dans la transition, j'allais dire, énergétique, y compris le verdissement de l'industrie du nickel. Ça peut être sur des circuits courts. Tout à l'heure, on parlait avec monsieur, peut-être on parlera sur que ce soit les TPE ou les circuits courts. Il peut y avoir des sujets, d'essayer de trouver, et ça me permettra aussi aux économies d'être plus résilientes, comment profiter de leur richesse. Donc, on va avoir cette dimension d'appui aux collectivités. Alors, c'est plutôt en prêt de longue durée, le livret A qui peut aller jusqu'à 60, 80 ans, donc c'est sa force. Il est en investisseur d'intérêt général. On le fait d'ailleurs, c'est ce que disait la présidente, notamment avec des outils d'économie ou en direct, le risque hôtelier, ou ce qu'on a dit lorsque le très intéressant comité interministériel sur le tourisme, en proposant la brique numérique de la Polynésie, de dispositifs alentours qu'on est en train de mettre en place, donc de travailler sur les acteurs économiques eux-mêmes. Et par rapport aux banques commerciales, on n'est surtout pas en concurrence avec elles, ça on le dit tout le temps. On est en complémentarité aussi avec les autres acteurs, hein, l'AFD, tous les acteurs qui peuvent intervenir en Outre-mer, l'Agence France locale aussi. Et l'idée, c'est de faire soit un effet levier, soit de rassurer en se disant, si la Banque des territoires prend le risque en capital dans un dossier, il est plus facile aux banques de prêter derrière. Donc, dans la période actuelle où il faut retrouver de la confiance, on peut avoir ce rôle contracyclique, un dossier touristique dans la période, moins de gens ont envie peut-être de prendre un risque de un pari hôtelier. Il y a quelques sujets, il faut du temps très long. On discute avec la province sud et c'était très intéressant. On est en train de reprendre le pari de créer une filière forestière sur la province sud. Le retour sur investissement, bon, vous voyez, il n'y a pas voilà, plutôt c'est dans 16 ans. Il faut un investisseur patient qui soit capable de prendre des risques. Donc là, la puissance publique et la Banque des territoires sont les deux actionnaires patients. Mais derrière, on crée une véritable économie qui sera rentable. Et en même temps, on permet d'insérer, j'allais dire, de créer l'unité sur le territoire. Voilà un peu ce que peut apporter la Banque des territoires. C'est derrière le projet des acteurs, parce que là, moi, j'entends, et on est à l'écoute, hein, ce sont les acteurs des territoires, les acteurs des Outre-mer qui portent des projets. Nous, on est là pour faciliter les choses et on apporte ce qui est vraiment une facilité, une puissance de feu financière. Je rappelle que dans le cadre du plan de relance, la Banque des territoires, c'est 18 milliards d'euros. Le groupe Caisse des dépôts, c'est 40 milliards d'euros. Je dis bien 1 milliard d'euros, parce que des fois sur le Pacifique, en francs Pacifique, ça fait impressionnant, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on n'a pas de souci. Par contre, on a besoin d'avoir des bons projets. Ce sera peut-être des sujets sur lesquels on viendra. Qu'est-ce qu'un bon projet ? Est-ce qu'il peut être conduit ? Parce que le financement est des fois la troisième et dernière question. D'abord le projet, après l'ingénierie et les financements. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, de la clarté, de la visibilité, on essaye d'en donner sur notamment le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Je confirme la présidente qu'au meilleur niveau, la Banque des territoires a décidé d'accompagner le renouveau de la période calédonienne. Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci, Hervé Tonnerre. On reviendra sur ces questions concernant les Antilles en particulier, où la tension sociale est particulièrement vive. Je voudrais quand même rester
au niveau de l'océan Pacifique parce que nous avons en ligne Tevaro Fritsch. Tevaro Fritsch, il est sénateur de Polynésie française. Tevaro Fritsch, vous avez été présent à Matignon jeudi dernier avec le président Fritsch pour signer le deuxième prêt garanti par l'État à 300 millions d'euros. C'est bien cela? Oui, bonjour à tous. Je voudrais saluer, et j'espère que vous m'entendez bien sûr, le président Éric Lung et puis l'ensemble des, Madame la présidente, Madame Baquès, et puis l'ensemble des personnalités présentes. Rapidement, oui, nous sommes allés signer ce deuxième PGE. Deuxième parce qu'on en a signé un premier donc, assez rapidement en 2020 de 240 millions d'euros, qui a permis de financer avec le pays le plan de sauvegarde de l'économie polynésienne, dont je vous dirai un petit mot après. Et ce deuxième PGE vient soutenir le gouvernement de la Polynésie française, donc de 300 millions d'euros garantis par l'État. C'est un PGE donc signé avec l'Agence française de développement pour soutenir le plan de relance, mais aussi continuer de consolider les bases d'une économie, notamment sur le plan social et sur le plan des transports aériens, puisque cela va servir également à aider la compagnie aérienne Air Tahiti Nui, qui, comme beaucoup d'entreprises touristiques en Polynésie et beaucoup d'entreprises dans le transport dans le monde, mais avec une assise particulière puisque c'est la collectivité qui est actionnaire à 85%, donc aider la compagnie aérienne à traverser cette grosse zone de turbulence, si on peut parler ainsi, en gardant le champ lexical aérien. Donc la Polynésie, comme la Calédonie et comme toutes nos régions d'outre-mer, a connu bien entendu de gros trous d'air et de grosses difficultés avec cette stupeur en mars 2020 du confinement, de la survenue de ce Covid, de ce virus effectivement partout. Et je dois vous dire, parce que j'étais vice-président et ministre de l'économie à l'époque avec M. Edouard Fritsch, il a fallu en très peu de temps faire marcher les neurones et trouver des amortisseurs économiques et sociaux, alors que la Polynésie a fait un choix sociétal, vous le savez certainement, de ne pas avoir aujourd'hui de caisse de chômage. Il a fallu donc mettre en place un plan de sauvegarde de l'économie en très peu de temps. Ce plan de sauvegarde a été financé en partie par la mobilisation de toutes les réserves des finances publiques polynésiennes qui avaient heureusement enregistré 5 années de croissance, et l'année 2019, à part bonheur, était l'année la meilleure sur le plan économique pour la Polynésie française, avec des chiffres records, notamment le chiffre d'affaires des entreprises, et une croissance supérieure à la croissance nationale. Ça nous a permis d'engranger quelques réserves que le ministre des Finances de l'époque avait mis de côté, et je crois que c'était de bon augure. Donc, 200 millions d'euros ont été dégagés par la Polynésie française pour financer ce plan de sauvegarde, et 240 millions d'euros ont été dégagés par le premier PGE garanti par l'État, ce qui nous a permis d'aider également la Caisse de prévoyance sociale, l'équivalent de la CAFAT en Calédonie, pour pouvoir éviter la rupture de trésorerie et éviter la rupture donc, du paiement notamment des allocations familiales, des minimums vieillesse et éviter l'arrêt du système. Donc, ce que je voudrais dire, pour ne pas être trop long, cher Luc, et merci encore une fois de me donner un temps de parole, c'est que, un peu paradoxalement, il faut le reconnaître aussi, les transferts financiers publics, notamment de l'État, ont agi de manière contracyclique dans cette période de crise imprévue, bien entendu, par définition. Et on a eu un espèce de double phénomène, c'est-à-dire que les secteurs exposés à l'économie internationale, que sont le tourisme qui représente une part importante du PIB de la Polynésie, mais relative, que sont la perle, par contre, la perle noire, qu'on oublie souvent de citer, qui a été un dégât collatéral important de cette crise économique qui fait vivre de milliers de familles, mais ce que sont aussi la pêche hauturière, qui exporte plus d'un quart de sa production à l'étranger. Donc, ces secteurs ont été mis à l'arrêt d'un coup, et c'est pour ça que je vous avais en fond ce fond qui peut paraître un peu kitsch derrière moi, mais c'est l'image de Bora Bora qui était totalement à l'arrêt pendant plusieurs mois
c'est-à-dire que vous n'aviez pas un bateau ni une âme qui sortait des maisons, et c'est une tristesse absolue, mais ça a été surtout un désastre économique. Mais paradoxalement, donc là, le poids encore important des transferts financiers de l'État, le poids de la consommation des ménages alimentés par les salaires de l'administration publique d'État et du pays, ont permis d'avoir cette fonction contracyclique et ont permis aussi aux ménages qui ont eu des revenus pendant la période eh bien, d'épargner. Et à chaque déconfinement, ça a dopé la consommation des ménages et c'est venu alimenter effectivement l'activité économique. Ce qui nous fait du tort avec un peu de recul aujourd'hui et ce qui va peser, on va dire, sur l'avenir, au-delà des plans de relance et du plan de relance conçu par le gouvernement de la Polynésie française, au-delà du financement salutaire par le PGE de ce plan de relance que l'on vient de signer, eh bien, c'est l'incertitude sur les à-coups que pourrait encore nous faire faire la Covid, notamment sur les secteurs comme celui du tourisme, parce que vous savez qu'on ne peut pas fonctionner par à-coups, réouvrir, fermer les frontières, cantonner nos touristes ou alors les laisser circuler. Donc ça, c'est une première incertitude. La deuxième, c'est la durée avec laquelle le système de protection sociale va encore pouvoir tenir, puisqu'il y a des subventions et il y a donc des fonds assez importants publics qui sont injectés dans ce système sous forme de prêt, puisque la Polynésie a octroyé un prêt à la Caisse de prévoyance sociale, un prêt qui devra être remboursé. Donc, cette ingénierie financière et ces mécanismes, on va dire, de compensation conçus de manière totalement exceptionnelle vont devoir à un moment amener un réajustement et un rééquilibre. Et c'est ça aussi qui va peser sur l'économie polynésienne, en tout cas sur sa capacité à réagir. Je crois que vous avez peut-être vu que l'Institut des missions d'outre-mer a publié récemment un article et une interview de son directeur qui affirmait que la Polynésie a été l'un des territoires français les plus touchés et qui a un rebond, on va dire, le plus, je reprends son expression, mollasson pour l'instant, mais c'est du fait de ces coups d'accordéon que l'on peut avoir sur l'accueil de la clientèle touristique. On a néanmoins un bon espoir parce qu'il y a une capacité à consommer localement qui reste préservée. Paradoxalement, les Polynésiens qui n'ont pas pu voyager eh bien, ont du coup consommé localement, ce qui a quand même alimenté pour partie le commerce en Polynésie. Mais néanmoins, les secteurs exposés que je vous indiquais tout à l'heure, que sont le tourisme, la perle et la pêche, restent très fragilisés. On parle de 20 000 emplois sur 60 000 personnes recensées en tant que salariés à la Caisse de prévoyance sociale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, de 20 000 emplois fragilisés aujourd'hui et sur lesquels toutes nos attentions vont être portées sur les 2 ou 3 années qui viennent, parce que contrairement à la métropole, nous n'aurons pas aujourd'hui encore retrouvé notre taux de croissance d'avant Covid. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Merci, Teva. Merci de nous avoir consacré tout ce temps. J'aimerais, Sonia Baquès, Madame la Présidente, que vous inspirent ces propos qui sont à la fois pleins d'espoir, mais teintés un petit peu pas de pessimisme, mais pardon ? Vigilance. De vigilance. Merci Luc. D'abord, je pense qu'avec mon collègue Teva, on n'est pas habitué à ce que le Pacifique soit au centre du monde. Vous nous donnez beaucoup de place aujourd'hui en nous permettant de commencer, donc merci. Non, effectivement, je crois qu'on partage beaucoup d'inquiétudes à la fois et de perspectives avec la Polynésie française. On a, et je tiens à insister là-dessus, une particularité en Nouvelle-Calédonie avec 3 grosses usines de nickel et avec une transition écologique industrielle absolument indispensable, puisqu'en fait, les centrales électriques sont aujourd'hui des centrales au charbon pour ces trois usines, ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, est devenu inacceptable, surtout qu'on en a une qui est au centre de Nouméa, donc de la capitale. Donc, on a une transition écologique à mettre en œuvre. Et cette transition, c'est des centrales pour les sites industriels, c'est des coûts faramineux pour lesquels on va avoir besoin, là aussi, de l'aide de l'État et pour lesquels on travaille avec Bruno Le Maire pour que l'État accompagne cette transition énergétique. Et donc, ça va faire partie pour nous également d'un sujet majeur dans le cadre du plan de relance. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps. Hervé, nous allons revenir à la Banque des territoires, mais auparavant, j'aimerais qu'on passe par Bruxelles. Avec vous, Joël, l'élégant, le fulgurant Joël Destom. Vous êtes membre du CESE à Bruxelles. Le moins qu'on puisse dire, c'est un poste d'observation particulier. Oui, merci
au Comité économique et social. Merci à Eric, merci à Luc pour cette invitation. Effectivement, les travaux du Comité économique et social permettent de disposer d'une vision très intéressante. Dès le mois de septembre, c'est le début de la mandature, on a été confronté aux travaux de réflexion sur le plan de relance au niveau européen. L'instrument de cette relance économique, c'est Next Generation EU, et c'est 750 milliards d'euros. Alors, ce sont des montants qui sont astronomiques, et très tôt, je me suis demandé comment ça allait se décliner dans les territoires. J'ai compris qu'il fallait que chaque État adopte le plan pour autoriser ces territoires à en bénéficier. Et c'est ce que la France a fait. La France a conçu un plan de relance très ambitieux. En valeur relative, c'est le deuxième, absolu, pardon. C'est le deuxième après celui de l'Allemagne. C'est 100 milliards, c'est considérable. Et puis, c'est en part de PIB, 9,5 points, alors que pour les Allemands, c'est 6,9. Ça veut dire que la décision, la démarche très volontariste de nos gouvernants autorisait sur nos territoires des dynamiques significatives. Alors, qu'est-ce qu'il se passe depuis? J'ai été assez attentif au bilan présenté par le ministère des Outre-mer à la fin d'année dernière concernant ce plan de relance, et j'ai noté quelque chose de très significatif. D'abord, il y a un montant de 2,5 milliards fléché vers les Outre-mer, mais j'ai surtout noté qu'hors plan de relance, il y avait 6 milliards alloués. C'est le PGE, c'est le Fonds de solidarité, ce sont les reports de charges, ce sont toutes les mesures liées à l'activité partielle. C'est considérable, c'est énorme, ça a l'air de se diffuser comme ça tranquillement dans les territoires, mais ce sont des montants significatifs. Rapportés à ce que je vois consommer aux îles Canaries, à Madère, je mesure à quel point la démarche a été volontariste pour nos territoires. Ensuite, s'agissant du plan de relance lui-même, il comporte 3 piliers. Et le bilan démontre déjà des montants significatifs consommés. Il y a bien un tiers de l'enveloppe qui a été consommée pour la Réunion. Je crois que c'est 546 millions. On retrouve des montants significatifs, 260 pour la Martinique, 240 pour la Guadeloupe, 219 pour la Guyane. Ce sont des montants considérables. Alors, on peut s'interroger sur l'adéquation de ces consommations d'enveloppe avec un principe même essentiel annoncé dès la conception du plan. Il faut que l'usage de ces plans traduise une volonté structurelle et pas uniquement conjoncturelle. Alors, je ne serai pas plus long parce que je pense que nous aurons l'occasion d'échanger, mais c'est peut-être là où, depuis Bruxelles, la société civile s'interroge en se demandant si les montants investis sur les territoires traduisent réellement une vision d'avenir, projetant nos territoires à 2030, ou alors est-ce qu'il y a encore des effets de rattrapage? Et le sentiment de mes collègues et de moi-même au comité économique, en regardant ce qui se passe dans d'autres régions, sur d'autres territoires, c'est que nous pourrions faire encore plus et mieux pour accompagner nos territoires vers de réelles transitions. Elles sont énergétiques, écologiques, numériques. Mais voilà, les acteurs sont autour de la table et je pense qu'il y a un sujet qui est celui de la maîtrise des outils et de la technicité utile pour la sollicitation de ces fonds. En tout cas, je pense qu'il faut dire que les moyens ont été mis sur la table. Je pense qu'on ne pourra pas reprocher aux dirigeants d'avoir proposé pour nos territoires des moyens de rebond, de résilience, à voir comment ils vont vivre, puisque le plan s'exprime sur une période 2022-2023, et certainement que les conséquences et l'effet des mesures s'appréciera sur le long terme. Merci Joël. Merci Joël. Avant de recommencer le tour des collectivités d'outre-mer, j'aimerais avoir, s'il est là, Bruno Blandin. Bruno Blandin n'est pas encore avec nous. Est-ce que je peux demander à Philippe Joc, qui est le président de la CCI de Martinique, s'il est d'accord avec les propos de Joël Destom? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et l'occasion de m'exprimer au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Je rejoins mon ami Joël Destom sur la nécessité de réussir les transitions. D'ailleurs, dès le début de la crise sanitaire, la Chambre de commerce et d'industrie a réuni une centaine d'acteurs économiques pour formuler des propositions anticipant un plan de relance avec un gros focus sur les transitions et notamment la transition énergétique et environnementale, puisque nous avions identifié près de 748 millions d'investissements possibles à la Martinique pour
relancer très vite la machine en ayant bien en tête la nécessité de réussir cette transition. Dans nos économies insulaires, les problématiques environnementales sont prégnantes et il faut profiter de cette crise et profiter de ces moyens conséquents que propose l'Union européenne via le REACT-UE, mais aussi via le plan de relance national pour réussir ces transitions. Nous avions aussi, et là c'est peut-être un effet rattrapage, insisté sur la nécessité d'investissement en matière d'infrastructure et de réseau. Je pense, disant cela, notamment au réseau d'eau et d'assainissement, parce que nous avons un peu moins qu'à la Guadeloupe, mais à la Martinique, cette problématique d'accès à l'eau et de sécurité en matière d'environnement sanitaire. Et puis, quelques actions fortes sur le tourisme. Mais là aussi, on avait dépassé le rattrapage. On était dans une logique de tourisme durable et d'investissement qui serait profitable au territoire bien dans la durée. Merci Philippe. Joël, on rebondit sur ce que vient de dire Philippe Joc ou je peux poser une question directement à Mayotte et on revient sur les propos de Philippe, si vous en êtes d'accord. Nous avons, je crois, en ligne Madame Nadine Afidou, Madame Afidou de Mayotte. Un mot sur la situation à Mayotte. Quelles sont les difficultés spécifiques de Mayotte pour son développement économique? Merci d'être là avec nous. Comment remédier au manque de compétences d'ingénierie constatées pour faire croître les entreprises mahoraises? Bonjour à tous. Bonjour. Merci à Outre-mer 360 pour l'organisation de cette table ronde. Juste avant, effectivement, notre plénière de demain sur le plan de relance. Alors, sur la situation de Mayotte, vous connaissez plus ou moins la situation de Mayotte. Je vais rebondir sur certains propos qui ont été dits en tout début de séance, notamment par mon président Eric Chareric. Mayotte, avant la crise, était déjà en crise et ça fait plusieurs années. Crise sociale, crise sécuritaire. Et donc, effectivement, la crise sanitaire, elle a énormément révélé cette situation. À Mayotte, on a un vrai problème de croissance démographique non maîtrisée qui malheureusement engendre une problématique quotidienne d'insécurité et une insécurité qui ne fait qu'augmenter et aggraver la situation et en tout cas le développement de l'économie mahoraise. Pour les entreprises ici à Mayotte, il est très compliqué d'envisager un quelconque investissement tant que cette problématique n'aura pas trouvé de solutions durables et efficaces. On a un vrai enjeu en termes de la situation de Mayotte sur la mobilité, aussi bien interne qu'externe, puisque vous savez qu'à Mayotte, on n'a toujours pas de transport collectif. J'espère, Inch'Allah, en tout cas, les travaux vont bientôt démarrer. On va avoir notre premier projet de transport collectif qui va sortir. Mais la crise a surtout révélé le fort désenclavement plutôt du territoire, comme d'ailleurs l'ensemble des territoires insulaires. Et ça s'est ressenti énormément suite à la crise sur la hausse des matières premières, sur la hausse des coûts de transport et sur les difficultés de se déplacer de notre territoire vers l'extérieur. Pour compléter en termes de situation, ici à Mayotte, on a malheureusement on a un enjeu qu'on aimerait vraiment prendre à bras le corps, c'est l'enjeu de la fracture numérique où par rapport à tous les axes du plan de relance, emmener nos entreprises dans la transition numérique et pouvoir les faire monter en puissance via le numérique. Et je pense que pour les entreprises mahoraises, c'est vraiment une question de survie. Et ça me fait rebondir en termes de montée de compétences des entreprises, à la bataille que nous sommes en train de mener sur les matières premières.
qu'elles soient produites localement ou importées, il y a vraiment une nécessité de pouvoir maîtriser la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir juguler à minima la vie chère sur Mayotte. Et pour nous, ça passe par la transformation au niveau local de tous les biens et les services, et avec un raisonnement à l'échelle régionale pour disposer d'une masse critique suffisante. Et du coup, donc un travail inévitable à faire en termes de coopération régionale, d'internationalisation de nos entreprises et de structuration de nos filières qui permettra de faire monter en compétence nos entreprises. Sur le deuxième aspect, la deuxième question que vous m'avez posée sur le manque de compétences d'ingénierie constaté. Comment remédier au manque de compétences d'ingénierie? Alors, pour moi, en fait, il y a trois questions, il y a trois sujets dans cette question. Et j'ai toujours beaucoup de mal à chaque fois quand on parle de manque de compétences à Mayotte, enfin d'ingénierie, parce que dans un premier temps, on souffre d'un problème d'attractivité. C'est le cas de beaucoup de territoires, mais en tout cas sur Mayotte, c'est une vraie problématique. Ça nous fait revenir au problème d'insécurité et à tout ce qui va autour de l'insécurité. Mais nous rencontrons surtout des difficultés sur un manque d'offres de formation supérieure sur le territoire de Mayotte qui permettrait justement à nos jeunes étudiants, nos primo-diplômés, de rester, d'éviter de partir pour ne pas revenir. Et par cela, un fort manque de dispositifs de financement pour ces formations, même en interne des entreprises, où, désolé mon cher Eric, mon cher président, mais beaucoup de dossiers, en tout cas de demandes de financement sont traités sur le territoire voisin de la Réunion et mettent énormément de temps à être traités et ne permettent pas aux entreprises finalement de monter en compétence, de former ces cadres et de pouvoir sortir du lot. Alors que le plan de relance a mis en place des projets pour lesquels les entreprises mahoraises devraient pouvoir répondre. Mais malheureusement, force est de constater qu'à un moment donné, elles manquent non seulement de moyens d'encadrement, mais ces moyens d'encadrement, elle ne peut pas les avoir tant qu'elle n'aura pas formé au moins en interne les quelques salariés qu'ils ont. Renforcer aussi les équipes en interne de nos collectivités, c'est aussi un sujet qu'on avait abordé au sein de la délégation Outre-mer, parce qu'effectivement, si nos collectivités n'arrivent pas à monter leur projet pour pouvoir faire sortir ces 10 projets et permettre aux entreprises d'y répondre, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, je n'oublie évidemment pas, et je pense que d'autres en parleront, mais pour donner plus de confiance aussi aux entreprises dans le cadre des projets inclus dans le plan de relance, c'est l'amélioration des délais de paiement. On ne pourra pas y passer. Et ça aussi, l'entreprise ne pourra jamais prendre de risque si ce sujet n'est pas finalisé et réglé de manière durable. Voilà pour ma première intervention. Madame Mafido, merci. Merci de régler vos comptes avec Eric et surtout de régler vos comptes avec la Réunion. Mais on a l'habitude de cela. Je suis martiniquais au départ. C'est toujours la même chose avec la Guadeloupe. C'est moi qui ai commencé un peu la mais ce n'est pas grave. On va essayer de dépasser tout cela pour représenter les Outre-mer de façon globale. À propos des Outre-mer de façon globale, Monsieur le Président Eric, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Joël? Joël qui a parlé, si j'ai bien compris, de 6 milliards d'euros donnés aux Outre-mer pendant cette crise Covid. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est dans la droite ligne de ce qu'avait dit le président Emmanuel Macron sur le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que sur les 6 milliards d'euros, 6 milliards 80 millions d'euros précisément, qui ont été fléchés depuis mars 2020 jusqu'à à peu près fin 2021. Nous avons 3,5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Nous avons à peu près 830 millions d'euros d'étalement de dettes fiscales et sociales. Si on arrive à compter vite
ça fait 4,33, enfin 4,4 milliards 330 millions d'euros, ce qui représente 70% de ces 6 milliards d'euros qui sont des dettes. Et après, nous avons effectivement 30% qui sont en face, qui sont pour 1 milliard d'euros, 1 milliard 100 millions d'euros de fonds de solidarité. Et nous avons pour 650 millions d'euros d'activité partielle dans les DROM et pas dans les territoires, dans les pays d'outre-mer. Si effectivement, ça peut paraître, c'est important, mais dans ces 6 milliards d'euros, nous avons donc 1,1 milliard d'euros qui ont été fléchés directement en tant que fonds de solidarité, donc qui ont atterri directement dans nos 150 000 à 180 000 entreprises dans les Outre-mer. 650 millions d'euros qui ont permis de ne pas subir le choc social donc au travers de l'activité partielle. Donc, ça a permis de pouvoir conserver nos collaborateurs. Et ça, c'est extrêmement important. Après, effectivement, nous avons pour plus de 3 milliards d'euros, 3,5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Et un prêt, ça reste un prêt. Un étalement de dette, ça reste un étalement de dette. Donc, il s'agit pour nous d'être extrêmement vigilants sur la déclinaison de ces remboursements. J'ai cru comprendre que le ministère de l'économie à Bercy a validé des étalements supérieurs à 6 ans, donc pour aller jusqu'à 10 ans, pour des PGE inférieurs à 50 000 euros. Donc ça, nos entreprises seront extrêmement vigilants sur le sujet. Et je rappelle que 98% des entreprises ultramarines ont moins de 5 salariés. Donc, sur l'île de la Réunion, sur les 45 000, nous avons 31 000 qui ont 0 salariés. Donc, ce qui veut dire que c'est une économie qui est non pas fragile, mais qui est extrêmement petite, réduite, et ça nécessite malgré tout des surveillances toutes particulières. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que, Teva Rohfritsch, Monsieur le Sénateur, je crois que vous êtes encore là. Est-ce que ça vous ennuie de rebondir sur ce que vient sur les chiffres abordés par Joël Dostum et également par le président Éric Lung? Absolument, mais je souscris à ce qui a été dit. Alors, en plus, dans le cadre du statut de la Polynésie française, comme pour la Calédonie d'ailleurs, l'État, la compétence économique et sociale revient à nos collectivités. Mais l'État est venu en soutien, malgré cette question de compétence, puisque nous avons pu bénéficier de 451 millions d'euros de PGE pour nos entreprises, parce que tout à l'heure, on évoquait les PGE pour la collectivité. Il y a également eu 189 millions dans le cadre du Fonds de solidarité. Plus de 82 000 demandes ont été satisfaites au total, en cumul, bien entendu, jusqu'à aujourd'hui. Il faut reconnaître que la solidarité nationale a joué son rôle, mais comme disait Nadine tout à l'heure, il ne faut pas oublier aussi les difficultés que l'on a pu avoir pour les entreprises en question à remplir les dossiers, à remplir les formalités, parce que nous, ce qui a pêché, on va dire, pendant cette période, parce qu'il faut aussi dire ce qui a moins bien fonctionné, ça a été parfois les décalages, parfois ou souvent les décalages en fait des situations sanitaires et des situations de confinement et d'arrêt économique par rapport à la norme hexagonale. Or, les dispositifs d'aide sont venus s'ajuster progressivement. On a eu des débats d'ailleurs au Parlement sur le sujet. Bon, le gouvernement a été très réactif et est venu à chaque fois adapter autant que possible, mais c'est vrai que lorsqu'on est en situation de gérer une entreprise et qu'on a des trous de trésorerie et des salariés qui sont mis à l'arrêt, et en particulier quand il n'y a pas de caisse de chômage comme en Polynésie, vous imaginez la fébrilité du monde économique, pour ne pas dire plus, dans cette période-là. Mais l'État a joué le jeu. Force est de constater tout de même qu'au total, il y a eu beaucoup d'aides de l'État pendant cette période, en accompagnement du pays qui lui-même a mobilisé ses fonds. Ce que je voudrais dire peut-être juste avant de vous quitter, Luc, si vous me le permettez, on a passé, on va dire, cette nécessité de sauvegarde inédite de l'économie. Néanmoins, on peut aussi s'inquiéter sur la fracture sociale qui a pu être quelque peu accrue pendant cette période, puisqu'on a pu protéger les salariés, mais on n'a pas créé d'emploi. Or, les jeunes arrivaient quand même sur le marché du travail en 2020, en 2021 et 2022 avec une croissance qui n'est pas suffisante pour absorber cette main-d'œuvre supplémentaire. Donc, ça va être un challenge de faire en sorte d'offrir à ces jeunes, à ces chômeurs longue durée aussi, des perspectives, en plus de la relance. Et
pour finir sur une note plutôt positive et par rapport à ce que M. Tonnerre disait tout à l'heure, c'est là que nous aurons besoin effectivement de la Banque des territoires, de l'Agence française de développement, des bailleurs de fonds, pour que non seulement la consommation des ménages puisse reprendre, comme je l'évoquais tantôt, mais aussi que l'investissement public, et c'est en ce sens que je soutiens aussi ce qu'a dit Joël, vienne rejouer un moteur important de l'économie, mais en venant financer les transitions, qu'elles soient effectivement au regard de la préservation de la biodiversité, au regard des énergies nouvelles, puisqu'on voit en plus avec le contexte d'inflation importante qu'on a sur le transport maritime et sur l'énergie qui va venir peser sur la relance, ou que ce soit voilà, sur toutes les transitions auxquelles nous devons faire face. Et je crois que c'est là que la Banque des territoires, l'Agence française de développement, pourront accompagner à la fois le pays, mais aussi les entreprises, de manière à ce qu'on puisse profiter de ce besoin d'injection de fonds publics, pas simplement pour aider de manière spontanée, mais aussi pour restructurer et soutenir cette mutation économique qui était nécessaire avant la Covid, mais qu'il va nous falloir accélérer pour pouvoir recréer de l'emploi et de l'activité pour tout le monde. Voilà ce que je pouvais peut-être vous dire en complément. Et je crois qu'il est bon, et c'est bien que ce soit au CESE aujourd'hui, que l'on fasse pas forcément front, parce qu'il n'y a pas de front à établir puisque l'État est notre partenaire, mais front contre le virus tous ensemble pour pouvoir à la fois plaider sur une approche différenciée par territoire, comme le disait M. Lang tout à l'heure, cher Eric, et en même temps avoir des dispositifs, on va dire, communs qui tiennent compte de l'ultramarinité de nos économies. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps d'échange. Merci Théva, merci Monsieur le Sénateur, merci Théva. Vraiment, je te remercie d'avoir pris tout ce temps pour, non seulement pour parler, mais pour discuter, pour échanger avec nous. À propos d'échange, on va rebondir, si je puis dire, sur Joël. Est-ce que il a parlé? Il fait le malin. On va régler nos comptes devant tout le monde, comme il a quand même 50 ans de moins que moi. Voilà. Plus sérieusement, cher Joël, Théva vient de parler effectivement de fracture sociale. On est pratiquement dans l'économie générale de ce qui se passe sur le plan social aux Antilles. Est-ce que effectivement ce que dit Théva est vrai, avant de passer la parole à Hervé Tonnerre? Oui, je suis sensible à deux choses. Une observation faite par Eric et une autre faite par Théva. Eric a raison de décortiquer les mesures d'accompagnement et de relever que ces mesures ont permis de sauvegarder l'emploi. On peut faire un constat très intéressant. En 2020, finalement, le taux de chômage a été moins important dans les RUP françaises qu'en 2019. C'est bien que l'amortisseur a fonctionné. En revanche, en sortie de crise, avec la fragilité soulignée par Théva, on peut s'inquiéter d'un certain nombre de poches. Les jeunes qui ne sont ni en formation, ni en études, ni en emploi, constituent aujourd'hui des bataillons qui sont nombreux. Et la crise sociale aux Antilles, c'est une espèce d'illustration, c'est un visage nouveau de cette jeunesse qui peut être inquiétant. Et là, j'ai envie de dire, on doit faire front, pas uniquement contre le virus. Il y a quelque chose qui relève de la responsabilité, mais qui, pour le coup, n'est pas celle du gouvernement. J'ai envie de dire, les moyens ont été mis en place et il appartient aux exécutifs locaux, en associant les représentants de la société civile, je suis à l'aise pour le dire quand je le dis ici, afin de suivre ces initiatives autour du plan de relance. Et je vais un peu plus loin, soyons audacieux, mettons en place des comités de suivi pour s'assurer que ces millions injectés servent réellement à créer quelque chose de productif et finalement à ramener de l'espoir. Parce qu'on se rend compte chez cette jeunesse qui s'exprime qu'il y a une forme de désespérance, bien évidemment amplifiée par 2 années de Covid, mais qui, d'une certaine façon, était sournoise. Voilà, je pense qu'il y a là un sujet majeur pour nos territoires dans les années à venir et que le contexte est révélateur de quelque chose qu'il faut saisir immédiatement. Merci, merci Joël. Je vais passer la parole à quelqu'un qui nous attend, je crois, depuis longtemps. C'est Philippe Proclore, parce que j'aimerais qu'il intervienne à propos de ce que vous venez de dire sur le fait qu'il y a des gens qui sont à côté de nous et qui sont des entrepreneurs. Philippe Proclore, qu'est-ce qu'il est? Il est délégué régional d'Orange en Guadeloupe. Et je pense que ça peut être un témoin très important de ce que vous venez de dire, Joël, c'est-à-dire comment, à partir de la société civile, on puisse, entre la banque, l'administration, les administrations et les entreprises, faire en sorte qu'on puisse créer quelque chose, même si elle a un relent de
de passé qui sont les grands frères, etc., faire en sorte qu'effectivement, on puisse donner espoir à une jeunesse qui est toujours en attente de coups de pouce, ce que vient de dire d'ailleurs Madame Nadine Afidou s'agissant de Mayotte, c'est-à-dire que quelles que soient les latitudes, on a toujours le même problème de la jeunesse qu'il faut encadrer. Philippe, merci d'être avec nous et merci d'avoir attendu. Bonjour Luc et bonjour à toutes et à tous. Extrêmement heureux de la parole qui m'est donnée, de la possibilité de parler qui m'est donnée aujourd'hui par Outre-mer 360. Alors, pour répondre à votre question, Luc, je pense que, et j'ai beaucoup apprécié ce que disait mon ami Joël tout à l'heure, il a fait le constat que l'argent, les fonds sont disponibles, ils sont fléchés et à disposition des Outre-mer. Après, ce qui m'ennuie en tant qu'observateur et surtout en tant qu'entrepreneur, c'est que ces fonds, le fléchage de ces fonds et l'utilisation qui peut en être faite aujourd'hui de ce qui reste de l'enveloppe me semble manquer d'ambition. Pourquoi est-ce que je dis cela? On a aujourd'hui, pour prendre l'exemple de ce qui se passe en Guadeloupe, où je suis, et également sur les îles du Nord, on a un fonds et un plan de relance, principalement sur le numérique, puisque c'est mon domaine, qui est disponible. À date, ce plan de relance ne concerne uniquement que le renouvellement du parc informatique de pas mal de collectivités. J'ai envie de dire, OK, très bien, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met en place pour des enjeux numériques tels que, par exemple, la cybersécurité, tels que, par exemple, le travail sur les nouveaux usages, la formation de tout ce personnel. Vous savez, je suis également conseiller technique à la CCI des îles de Guadeloupe et le nouveau président de la commission du numérique nous disait dernièrement, maintenant l'enjeu, c'est d'aider toutes ces petites entreprises, d'aider tous ces chefs d'entreprise qui ont soif et qui ont envie de reprendre. D'ailleurs, juste pour ouvrir une parenthèse, vous me demandiez aussi l'état des lieux. Aujourd'hui, l'état des lieux, quel est-il? Il est simple, c'est qu'il y a une soif de la part des entrepreneurs des existants de reprendre le flambeau, de recommencer à travailler. Il y a une soif également d'entreprendre, ce qui veut dire qu'il faut qu'on aide également beaucoup de jeunes porteurs de projets qui ont envie d'avancer à pouvoir travailler. Et puis, il y a une soif également de tous les consommateurs qui ont été frustrés pendant plusieurs mois de confinement et autres, de pouvoir recommencer à consommer. Donc, je ferme la parenthèse, mais tout ceci pour dire que le potentiel est là, il faut qu'on puisse aider et qu'on puisse avancer. Maintenant, pour parler de cette jeunesse qui aujourd'hui est en attente. Ce que j'aimerais aussi mettre sur la table, parce qu'il faut aussi savoir se dire que le terme de jeunesse est parfois trop galvaudé. Nous avons plusieurs jeunesses, nous avons plusieurs types de jeunes qui aujourd'hui sont en attente de réponses suite à la crise. Nous avons effectivement cette jeunesse dont parlait Joël Destom, qui aujourd'hui est sur le bord du chemin et qui est en attente d'espoir, d'une note d'espoir, est en attente de quelqu'un qui leur tende la main. Là où je suis un peu frustré, je m'en excuse, mais je profite que vous me donniez la parole, non pas pour pousser un coup de gueule, mais pour bien poser les problèmes pour qu'on trouve ensemble des solutions. Vous avez des dossiers qui aujourd'hui sont déposés dans les ministères, et pour ne pas le citer, je sais le ministère de l'Outre-mer, qui sont des dossiers, il y en a plusieurs, qui sont là pour aider les jeunes, pour aider cette catégorie de jeunesse qui aujourd'hui est en attente. Et force est de constater que les rouages, on va dire, administratifs sont en train de bloquer, alors que eux, les jeunes, n'ont pas encore terminé cette crise sociale, parce qu'elle perdure toujours. Je vous signale juste que ce matin, de nouveaux barrages étaient érigés. Certes, ils ont été enlevés, mais on sent que la tension est encore là, elle n'est pas complètement terminée. Donc, cette problématique-là, elle existe toujours, et il est temps qu'au niveau des ministères, les choses se débloquent de manière à ce que les choses avancent. Pour ce qui est d'une autre jeunesse qui, elle, aujourd'hui, est une jeunesse qui est diplômée, qui a envie d'avancer, j'ai envie de dire, les choses sont en train de se faire et cette jeunesse-là, je ne suis pas trop inquiet parce qu'elle va avancer. Par contre, ce qui est important à mon sens, c'est de permettre à une jeunesse qui, elle, a déjà commencé à travailler, qui est déjà diplômée, qui travaille à l'étranger et qui a envie de revenir sur nos départements, sur nos territoires, et je reprendrai juste, je ne sais plus qui tout à l'heure disait qu'il est important que les territoires soient de nouveau attractifs. Je souscris à 200% à cette analyse-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à un jeune de revenir si les réseaux d'eau ne sont pas fonctionnels, si les réseaux d'électricité n'ont pas encore entamé cette transition vers ce qu'on disait tout à l'heure, cette transition énergétique, et si
le numérique n'est pas complètement en phase. Alors, pour ce qui est du numérique, je suis dans le domaine, les choses sont bien enclenchées, sont bien avancées, mais… Pas de publicité rampante, Philippe. Je dis ça pour te taquiner. Oui. Je ne me permettrai pas, cher Luc. Non, mais je finis juste mon propos pour dire une chose, c'est que nos territoires ont des conditions de vie extraordinaires par rapport à ce qui se passe sur les territoires d'Europe ou d'Amérique. Suite au confinement, moi, je connais beaucoup de gens qui sont venus en Guadeloupe se disant, bon, bah, le temps du confinement, on va pouvoir travailler avec des conditions de vie un peu plus sympathiques que ce qu'on a à Paris. Tenez-vous bien, la majeure partie de ces gens restent aux Antilles, ce qui veut dire qu'ils ont dépassé le décalage horaire et sont capables de travailler à distance. Cette capacité que nous avons d'accueillir des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent peut-être de l'Inde ou de l'Océanie ou autre, c'est une capacité que nous avons dans l'ensemble de nos territoires et une chance complémentaire. Voilà, j'ai poussé un petit peu mon coup de, non pas mon coup de gueule encore une fois, mais mon constat, et je sais déjà que nous allons ensemble trouver des solutions. Merci Philippe, merci d'avoir attendu. Je pense que c'est important de donner cette dimension à la fois sociale et sociétale, et puis cette dimension concernant les jeunes que l'on retrouve partout. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque département, dans chaque territoire, dans chaque collectivité, on pense que le problème de la jeunesse est un problème spécifique. Hervé Tonnerre, que vous inspire tout ce flot d'ailleurs de remarques de nos amis? Ça m'inspire beaucoup de choses parce que j'ai entendu des choses très, très intéressantes, que ce soit de la part de ce chef d'entreprise, que ce soit de la part du sénateur Thévaro Frisch, des différents intervenants. J'aurais trois points. Alors, le premier, c'est oui, on a un double tempo à conduire. Il y a quand même un tempo immédiat qui est de la relance et de la reprise. Ça, c'est quand même un sujet de ne pas bloquer la machine. Alors, je le dis quand même pour rappeler quand même les grands chiffres. Nous, c'est à peu près 700 millions d'euros structurellement par an qu'on met dans l'accompagnement en termes de prêts, et puis à peu près 120 millions d'euros d'investissement par an en Outre-mer, la Banque des Territoires, et puis sa filiale, c'est Habitat. Donc ça, c'est bête et méchant, mais même le logement social, au-delà du fait que je reviendrai, c'est un facteur d'intégration, et tout à l'heure, Joël Destom le disait, et tous les acteurs, le sénateur Thévaro Frisch le disait, il y a besoin d'amortisseurs sociaux, c'est bête et méchant, mais le logement social, même s'il ne faut pas forcément que construire, on peut réhabiliter, faire de la politique de la ville, c'est, j'allais dire, du keynésianisme économique, et c'est de la relance systémique, et ça fait profiter des entreprises non délocalisables. Après, il y a la nécessité de la transformation, parce qu'il y a cette crise et il faut éviter la prochaine. Si la prochaine est liée, et moins qu'on ait mis des amortisseurs. Et là, c'est tous les enjeux justement de la transformation qui ne sont pas évidents, parce que les Outre-mer ont quand même des points de faiblesse qui sont les effets de taille, ça a été souligné, à un moment ou à un autre, des gains de compétitivité, tout ceci, ce n'est pas aussi simple. Il y a des facteurs structurels, c'est pour ça que la destination, c'est pour ça qu'il y a, dans l'octroi de mer est complexe parce qu'il faut adapter, c'est pour ça qu'il y a des dispositifs d'intervention. Donc, à un moment, notre rôle, nous, la Banque des Territoires, ça sera justement aussi sur des sujets qui peuvent être compliqués. À un moment, faire des pilotes en hydrogène, toutes les entreprises n'iront pas spontanément, et peut-être qu'il faudra des acteurs comme nous pour équilibrer, investisseurs avisés de long terme. Le verdissement des flottes de navires, on regarde des sujets en Polynésie, parce que c'est un peu nécessaire qu'on ait des vieux navires qui font liaison entre les îles qui ont 50 ans d'âge, mais spontanément, l'acteur économique ne va pas aller peut-être au dernier degré de ce qui peut se faire en termes de décarbonisation, parce que ça lui coûte plus cher, alors qu'il pourra avoir une réponse plus immédiate aux normes. Tout à fait. Donc, il y a des sujets comme ceci d'accompagner, que ce soit sur le numérique, etc. Des acteurs comme nous, ça peut, avec des acteurs comme l'AFD et d'autres, être des facilitateurs de cette transformation pour éviter la prochaine crise et faire que les Outre-mer soient en bonne position. Après, il y a le volet social qui est extraordinairement important. Un des slogans, on mantra également de la Banque des Territoires, c'est des territoires plus inclusifs. On le dit, on est quand même une structure d'intérêt général, d'où l'habitat, le logement social. On a une longue discussion avec le président Frisch qui était sur Paris, qui nous a expliqué que son sujet très actuel, l'axe qu'il veut donner, c'est de travailler sur l'habitat aidé, puisque ça a plusieurs dimensions, y compris un habitat très spécifique. Il n'y a pas que le logement social ou centrique, il y a l'accession,
une relation aussi particulière, hein, les Océaniens, mais on peut trouver ça, je vais dire, avec l'habitat amazonien, l'habitat antillais, l'habitat mahorais ou l'habitat réunionnais. Il y a quand même aussi donc on va essayer d'apporter des formes de réponse, parce que dans les amortisseurs sociaux, c'est vrai qu'il n'y a pas pour l'instant d'assurance chômage, il n'y a pas de dispositif de TPRSA en Polynésie. L'habitat, c'est un amortisseur social. Donc, on a assuré le président Frisch qu'on essaierait de trouver des solutions pour avancer sur ce sujet qui est complexe pour nous, sur le logement social en Polynésie. Mais on va faire nos meilleurs efforts. Le président a entendu le sujet. Je sais aussi que le vice-président Buissou, ministre du Logement, le sait également, qu'on travaille avec eux. Ça me permet de rebondir sur d'autres sujets, en sachant qu'on va essayer d'aider l'économie sociale ou solidaire, hein, qui est un vrai vecteur d'insertion. Quand je parlais des circuits courts, hein, il y a des vrais enjeux en outre-mer. Je reviendrai à ce qu'a dit à un moment Joël Destom sur la mobilisation des moyens. Et tout à l'heure, je l'avais indiqué, oui, l'argent est là, que ce soit l'argent de l'Europe, que ce soit l'argent... c'est vrai, l'État a fait un effort exceptionnel pendant cette crise, hein, le fameux quoi qu'il en coûte. La mobilisation des différents acteurs comme les nôtres, hein, je disais les sommes extraordinairement importantes de la caisse des dépôts. Après, il faut pouvoir les consommer. Ce que j'entendais tout à l'heure, on peut demander des nouveaux dispositifs, mais il faut savoir les consommer. Donc là, c'est l'enjeu de l'ingénierie. L'ingénierie dans un certain nombre de collectivités. Alors, il y a des collectivités importantes qui peuvent avoir cette ingénierie. Moi, j'étais directeur général des services de la collectivité territoriale de Guyane. Quand on a dû prendre en main la compétence, j'allais dire, sur l'Europe, les fonds européens, ça nécessite aussi d'avoir débauché quelques acteurs compétents, y compris qui étaient de l'État. Parce que l'Europe, certes, c'est puissant, mais c'est éminemment complexe et il y a des règles dont on ne peut pas s'exonérer parce que quand le contrôle arrive, on peut toujours dire on ne les respecte pas. Après, le retour de la patrouille, il est assez violent. Donc, mais ce n'est pas aux entreprises de devoir se confronter à cette difficulté. C'est aux acteurs publics, tous les acteurs publics, d'essayer de simplifier. Nous, des fois, on peut être, j'allais dire, compliqué. Et les instructions que nous a données notre directeur général de la Banque des Territoires, Olivier Sichel, c'est de faire en sorte que, j'allais dire, pour notre partenaire, cette complexité n'apparaisse pas. Qu'on soit complexe en interne, c'est notre rôle peut-être, parce qu'on est quand même une banque, mais vis-à-vis des personnes qui viennent nous voir, il faut qu'on soit simple, interlocuteur unique, dossier simplifié, capacité d'accès en ligne, etc. Tout ce que demandent les gens. Un petit chef d'entreprise, si on commence à lui expliquer par A plus B toutes les difficultés pour présenter un dossier, si on va le décourager, il y a des aides, mais il ne les prendra pas. Donc, l'ingénierie est un vrai sujet. Je pense que les collectivités doivent se doter. Et là, je sais que l'AFD mobilise des fonds importants, hein, les fonds justement 5.0 ou autres. Nous aussi, on a une capacité d'ingénierie de projet préopérationnel. On peut mobiliser les filiales. Après, je le disais, il faut qu'il y ait un projet, c'est vers quoi on veut aller. Et là, c'est le rôle des collectivités aussi. Quelle est la vision du territoire? Vers quoi on doit amener le territoire dans cette transformation? Qu'est-ce qu'on prend comme pari, comme option? Puis il faut du volontarisme, hein. Passer, j'allais dire, un moment de la transition énergétique écologique, par exemple, c'est une option. Développer l'habitat, c'est une option. Et in fine, justement, on aura ce sujet des moyens qui doivent être adaptés. Et je reviens aussi, c'est très très bien, et c'est vrai que le CESE a eu l'intelligence de revenir. On parlait tout à l'heure de front commun. Le front, c'est à la fois les entreprises, les collectivités et les acteurs comme nous. Je veux dire, à un moment, les sujets en Outre-mer sont tellement prégnants. Mayotte, tout le monde voit la situation. Tout à l'heure, j'allais dire, la conseillère du CESE l'exprimait pour tous ceux qui connaissent un peu Mayotte. C'est clair que les défis sont gigantesques, titanesques, et quelle soit la volonté des partenaires. Donc, plus il y a d'acteurs autour d'une table, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une forme de pilote, et ça, c'est l'État et les collectivités, notamment dans les contrats de développement. Il faut que les collectivités aient une ingénierie de projets suffisante, elles se donnent les moyens. Et après, je pense que les acteurs comme nous ont l'obligation de répondre présent, mais de manière concertée. C'est pour ça que je le confirme aussi, nous, que ce soit avec les banques commerciales, que ce soit avec des acteurs comme la FEDOM, on essaye aussi d'apporter notre plus-value, parce que personne ne gagnera. Ce n'est pas d'un tout seul, ni une collectivité, ni une entreprise, ni un partenaire comme nous, ni l'État. Sur les Outre-mer, les réponses, elles sont collectives. Ce que disait tout à l'heure la présidente Baquès est le sujet. Pour avoir vraiment vu la période en amont du référendum, c'est normal. C'est vrai que c'était très compliqué de présenter un dossier pour pouvoir nous engager. Imaginez quand on prête sur 40 ou 50 ans, ou si on prend une responsabilité comme investisseur, on risque sur nos propres fonds propres.
quand vous avez un aléa tel qu'un changement, alors là, ce n'est même pas un changement de statut, qui est un changement global de compétences nationales, voilà, une structure comme la nôtre est obligée de se poser des questions. Donc, on a fait quand même le pari de maintenir tout ce qui était nécessaire. Mais là, on souhaite, nous, maintenant, participer à cette relance qui est utile, y compris peut-être aussi pour apporter la fameuse sérénité grâce à l'économie que souhaitait. Et par rapport à tous les enjeux qu'on soulignait sur cette jeunesse, oui, il y a une nécessité absolue. Donc, c'est pour ça que nous, sur les territoires plus inclusifs, on ira sur l'habitat, on essaye aussi de financer des sujets de formation, donc on essaye d'être sur l'économie sociale et solidaire. Et les circuits courts, pourquoi pour nous? Parce que les circuits courts sont une réponse à de l'emploi local. Il faut aller à la fois sur la grande j'allais dire, compétence économique, le numérique, aider des territoires qui ont une industrie. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de regarder le verdissement du nickel, mais en même temps se dire que tout ne peut pas être dans des solutions voilà, purement externes. Donc, quelles sont les compétences? Et on parlait tout à l'heure de la filière forestière. Elle est complexe, mais quand même, c'est déjà 80 emplois qui ont été créés et qui sont des emplois dans lesquels on a formé des jeunes qui partaient de, j'allais dire, un faible niveau, peut-être en termes scolaires, mais qui ont un emploi permanent, pérenne et qui ne peut que se développer. Parce qu'à partir de cette forestière, vous avez toute la filière du bois local, etc., qui évite en plus de faire une absurdité, c'est de faire venir du bois avec le sujet du carbone, etc. Donc voilà, c'est des petites choses, mais comme tout le monde le dit, si on met tous les petits ruisseaux, qu'on a une volonté, on n'arrive peut-être pas à tout réussir, mais on aura à faire des pas. Donc je pense que dans la période actuelle, et moi je remercie donc cette table ronde, il y a une volonté d'agir sur les Outre-mer. Il y a une chance que les Outre-mer sont un peu dans l'attention, y compris ça peut être le bon moment dans la période actuelle républicaine, pour conforter cette attention. Et puis je vous rappelle juste une chose, mais qui est très réelle, de notre côté, du côté de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts, on souhaite être partenaire des acteurs qui vont faire des choses positives sur les Outre-mer. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Merci, Hervé Tonnerre. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais, avant de donner la parole au président Éric Lungue, qui va peut-être nous laisser dans quelques minutes, donner la parole, mais vraiment pendant juste quelques… Non, mais Pierre-Marie Joseph, Palais, ton point de vue en 1 minute 30, s'il te plaît. Bon, si vous voulez, moi, en tant que conseiller CESE, mais surtout en tant que chef d'entreprise, bon, j'ai entendu beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que par moment, un certain nombre de personnes ne sont pas assez pragmatiques et ne connaissent pas vraiment ce qui se passe en Outre-mer. Parce qu'au niveau des entreprises, certes, donc quand nous parlons de la crise et du plan de relance, oui, le plan de relance est important. Parce que, et que je rejoins Eric, oui, il y a une crise qui était avant le plan, avant 2020, il y avait déjà une crise outre-mer, puisque nous savons bien que tous nos indicateurs sont au rouge et qu'il y a une situation, et de nombreuses situations en outre-mer seraient vraiment donc intolérables en métropole. On ne va pas tous les citer, on les connaît, on a quand même une situation, une pauvreté qui est au-dessous de 30%, etc., 45% dans certains territoires, un chômage élevé, une insécurité, une vie chère. En fait, on cumule un certain nombre d'handicaps et ce n'est pas très facile. Alors, je veux bien croire qu'il fait bon de vivre aux Antilles, mais je dirais au directeur d'Orange qu'il y a quand même énormément de jeunes qui s'en vont. Il y a aussi beaucoup de métropolitains qui s'en vont ces jours-ci. Donc, c'est vrai qu'une population de 400 000 habitants en Martinique, nous sommes passés à 365 000, je crois, donc en l'espace de 10 ans. Donc, il y a des départs qui sont importants, mais je pense qu'il y a un élément qui est fondamental pour l'investissement outre-mer, c'est l'attractivité du territoire et ce déficit de compétitivité auquel nous avons affaire. Et même si nous avons tous les moyens possibles et imaginables, aucun investisseur ne viendra aux Antilles, dans le privé notamment, s'il n'y a pas un retour sur l'investissement. Donc, il y a certainement des réformes à faire qui sont importantes et qu'il faudra certainement y passer avec beaucoup de courage, mais il faudra réformer parce que le modèle économique, à mon avis, a atteint ses limites actuellement. Pierre-Marie Joseph, merci. Nous allons revenir d'ailleurs sur cette question de l'attractivité, la compétitivité et la compétitivité de nos territoires. Ce sera l'objet d'une prochaine table ronde. Monsieur le Président, Éric, avant de donner la parole pour terminer
aux jeunes que j'ai invités pour conclure cette séquence, votre point de vue, votre conclusion. Alors, je ne sais pas si ce sera la mienne, mais après, je laisserai aux autres collègues entreprendre leurs propres conclusions, parce que je serai obligé de partir. Assez rapidement, ce que je pourrais dire, c'est que cette crise Covid, personne ne l'a demandé, mais nous la subissons toutes et tous. Et que, comme le disait M. le directeur Hervé Touner tout à l'heure, ça me fait surgir le fait que tout ce que nous avons connu depuis de longues années dans nos territoires d'outre-mer nous est revenu ou nous est venu de façon plus flagrante et que tout s'accélère. Ce plan de relance a pour but de pouvoir, en 3 points, apporter une transition écologique, apporter une compétitivité de nos entreprises, apporter une cohésion territoriale. J'espère de tout cœur, et la vie de suite que nous présentons demain avec Inès Bouchou-Choisy et Olivier Meunier sur la vie de suite sur le plan de relance en Outre-mer le déclinera. Ce que je veux dire, c'est que profitons, même si ce n'est pas le bon terme, mais profitons de cette situation pour mettre en exergue les problématiques structurelles que nous avons dans nos territoires et donnons-nous les moyens avec les outils que nous pouvons disposer à la fois de l'Union européenne, à la fois de l'État français pour essayer d'enclencher non pas des solutions définitives, mais au moins des pistes de solutions. Deuxième élément qui pour moi est un élément positif, c'est que l'épargne liquide forcée. L'épargne liquide forcée, c'est que quand on ne peut pas sortir de chez soi, on économise globalement, et que quand on ne peut pas sortir de nos territoires, on économise encore plus. Donc globalement, il y a eu plus de 9,5% d'épargne dans les COM et plus de 13% d'épargne forcée au 31 décembre 2020 dans les départements et régions d'outre-mer, alors que la moyenne française est de 11%. Et à l'île de la Réunion, par exemple, nous sommes passés de 17 milliards à 19 milliards d'euros d'épargne liquide forcée. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 2 milliards d'euros. Alors, les banquiers privés sont un peu contents en ce moment parce qu'effectivement, ils ont eu un peu plus de liquidité. Mais ce qui est peut-être positif, c'est que la consommation locale, on parlait de relance tout à l'heure, comment réactiver nos économies dans nos territoires, ça passe en premier lieu par la consommation locale. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous accueillir de cette façon. On se retrouve… Je vous laisse éteindre la lumière après, il n'y a pas de souci. On va même faire un petit peu de nettoyage avant de laisser les locaux. Merci, cher Éric. Merci, Monsieur le Président. Charles Nebo. Charles Nebo, fait partie des jeunes à qui j'ai demandé de venir participer à une réunion, j'allais dire, de spécialistes. Le président Leung vient de parler d'épargne forcée. Ça vous parle? Ça vous parle puisque vous accompagnez des particuliers de façon à ce qu'ils puissent créer du patrimoine immobilier et financier à la fois dans l'Hexagone et dans les pays d'outre-mer, en mettant en place des accompagnements personnalisés avec des partenaires fiables et une méthodologie basée sur l'éducation foncière. Je vous ai connu il y a de cela 2, 3 ans, 4 ans, et j'ai été fasciné par le fait que des jeunes s'investissent dans quelque chose qui est le capital risque. À partir de votre expérience du 6e DOM et également de ce qui se passe de façon générale, et après cette discussion, quel est le thermomètre, votre thermomètre de l'économie, il est à combien? 36,2, 38, 40 ou bien nous sommes dans une période de congélation? Dans un premier temps, merci Luc, merci le CESE de nous accueillir aujourd'hui. Par rapport à notre périmètre d'expertise, aujourd'hui, on a fait ce constat réellement que nos jeunes, ou même par rapport au 6e DOM, il y a cette vraie volonté de vouloir investir, notamment dans les îles, mais il y avait vraiment cette problématique de connaissance. Quand on voit la plupart de nos clients qu'on accompagne pour se créer du patrimoine, la grande réflexion était, on ne savait pas. On ne savait pas que c'était possible parce qu'on n'a pas appris à l'école. Dans notre entourage, on ne connaissait pas notamment ces leviers aujourd'hui pour investir. On s'est dit, pourquoi pas aller à notre échelle, commencer à sensibiliser le plus grand nombre, quasiment des nôtres, pour leur expliquer, d'une, qu'est-ce que le patrimoine, déjà d'une, entre l'immobilier et le placement financier, de deux, comment utiliser les leviers qui sont à leur portée pour commencer à investir. Et par rapport à cette réunion, il y a des termes qui sont revenus, c'est notamment la confiance et l'espoir, leur donner cette possibilité d'avoir accès à cette connaissance, qui est vraiment très simple.
en utilisant un tableau budgétaire, en allant mettre en place des outils pédagogiques, comme pour les jeunes. Nous, on travaille avec des jeunes quasiment dès 8 ans. On a créé des jeux de cartes pour expliquer c'est quoi la banque, c'est quoi le DICO, notamment du milieu financier, voire même avec des personnes à plus de 45 ans, on leur expliquer c'est quoi ces vrais sujets qu'on retrouve régulièrement sur notre territoire, la succession, comment sortir, comment les régler, qu'est-ce que c'est les différents leviers pour commencer à transmettre du patrimoine au plus grand nombre. Aujourd'hui, pour répondre à cette question par rapport à ce baromètre, il y a un vrai fossé qui se crée petit à petit. Les jeunes se disent qu'ils ne sont pas du tout accompagnés, qui ne savent que rien n'est mis en place par rapport à ce que j'entends aujourd'hui. Ça rejoint notre dynamique en se disant c'est l'accès à l'information. Nous, on a créé également, en parallèle de la première structure, on a créé un institut où justement on fait de la formation, où on explique d'une comment se crée du patrimoine. Après, on s'est dit pourquoi pas aller un petit peu plus loin dans l'expertise, parce qu'on accompagne également des chefs d'entreprise. Beaucoup de jeunes veulent entreprendre, même aux Antilles, mais ils n'ont pas la connaissance sur la partie marketing, la partie communication, monter un projet. Et à travers notamment de cette institution, on a essayé de réunir une banque de compétences par rapport à quasiment notre tissu relationnel, en disant demain, mettez à disposition votre ingénierie pour expliquer à un jeune qu'il peut investir, mais par contre, il faut vraiment qu'il soit préparé avec une bonne méthodologie. Aujourd'hui, même au niveau de la clientèle qui souhaite investir, beaucoup d'ultramarins, même à l'étranger, parce qu'on travaille beaucoup avec une clientèle également d'expatriés, ils ont cette volonté de vouloir investir aux Antilles parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils peuvent être un vrai acteur économique et leur situation, aujourd'hui, ils payent des impôts, ils veulent investir. Ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est accessible, mais c'est accessible à travers uniquement la pédagogie et de l'information. On peut dire, pour terminer, en conclusion de ce que tu dis, que tu n'es pas particulièrement pessimiste. Pardon. Je ne suis pas pessimiste si on continue cette dynamique pour donner de l'information, vulgariser réellement quasiment tout ce qui est mis en place aujourd'hui, parce que c'est toujours la même problématique qu'on voit. Une fois qu'on donne, on transmet cette connaissance, les gens sont beaucoup moins pessimistes et ils se disent ça donne quasiment un nouvel espoir et ça crée une confiance quasiment autour de tout l'écosystème qui est créé. Merci Yann, merci d'être venu avec tes amis, merci de nous porter ce souffle d'optimisme. Joël, tu rebondis comment à cette déclaration? Je la reçois avec beaucoup d'enthousiasme, tout simplement parce que j'ai le sentiment qu'il y a des phénomènes de bascule que le contexte va obliger. Il y a quelques années, j'ai le sentiment que les jeunes ultramarins ont été formés à gérer, entre guillemets. Oui. Gérer pour le compte d'une administration, gérer pour le compte de collectivités. Et aujourd'hui, le contexte oblige certainement à développer des réflexes qui sont entrepreneuriaux. Donc, en écoutant Charles, je me dis que c'est probablement un élément bénéfique. Le contexte va certainement obliger toute une génération à développer de nouveaux réflexes. Et c'est ça que je souhaite retenir, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la jeunesse en difficulté, elle existe. Je suis convaincu qu'il y a aussi des jeunes qui ont envie d'entreprendre. Attention à ce que l'attractivité ne les amène pas à entreprendre ailleurs. Alors, nous serons contents parce qu'ils réussiront et rayonneront. Le risque, à mon avis, c'est celui-là. En tout cas, je suis convaincu. Qatar, par exemple. Pardon ? Qu'ils aillent au Qatar. Partout, on en trouve déjà pas mal aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe. J'ai été surpris d'en trouver en Pologne, de jeunes Martiniquais, des projets de qualité. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit attentif. Le contexte, à mon avis, il est favorable pour qu'il y ait une espèce de résilience entrepreneuriale qui soit vertueuse. Ce serait dommage qu'on fasse dans 5-10 ans le constat que tous ces jeunes nés dans cette pépinière de crise soient partis ailleurs. Et c'est le sujet qui est évoqué quant à l'attractivité. Mais je suis ravi d'entendre qu'il y a des avis plutôt positifs. Avant les conclusions d'Hervé Tonnerre et d'Alain André, le vice-président du CESE, j'aimerais quand même avoir les réactions de Philippe Roclor, de Philippe Joc, et voilà, déjà ces deux-là. Bien, j'ai été cité en premier. Donc, très rapidement, alors je m'excuse déjà auprès de M. Pierre-Marie Joseph, puisque tout à l'heure, mon propos était effectivement non pas d'intervenir en tant que directeur d'Orange, mais plutôt en tant qu'observateur d'entreprises appartenant à l'UDE-MEDEF.
l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il faut que nos territoires soient de plus en plus attractifs. Et ça, je crois l'avoir dit tout à l'heure. L'idée, c'est bien d'intervenir, et c'est pour ça que je parlais des différents réseaux, hein, les réseaux d'eau, les réseaux EDF, l'électricité pour les transitions et les réseaux numériques. Moi, tout ce que ceci m'inspire, c'est effectivement une grosse bouffée d'optimisme, parce qu'au-delà des contraintes que nous vivons, nos territoires sont des territoires qui sont toujours extrêmement résilients. Nos populations sont résilientes. Ce qui veut donc dire que moi, je n'ai pas de doute sur notre capacité à réussir. Encore faut-il que, comme le disait tout à l'heure Joël et d'autres personnes, les fonds sont là, ils sont fléchés, il faut que maintenant nous puissions mettre en œuvre et avancer de manière à marquer l'essai et à faire en sorte que les choses avancent correctement. Et moi, je souscris tout à fait à cette idée peut-être de comité ou d'autres entités qui permettraient à ce que les fonds soient correctement utilisés, que l'ingénierie qui manque cruellement sur le territoire puisse être là pour que tous ces projets qui sont dans la tête ou qui sont déjà sur papier ou qui sont déjà dans les ministères puissent aboutir de manière à ce que nos territoires en sortent grandis. Merci Philippe. Est-ce que je peux demander à Madame Nadine Afidou de Mayotte ce qu'elle pense de ces témoignages? Je vais laisser déjà mon ami Philippe parler quand même. Oui, merci Nadine. Merci Nadine. Non, moi, j'entends des choses intéressantes sur les sommes qui sont disponibles, c'est vrai, et il faut qu'on arrive à les dépenser. Elles sont disponibles sur les territoires. Maintenant, il faut un peu plus de coordination entre les acteurs politiques, les acteurs économiques, pour que ces sommes finissent par irriguer l'économie. Moi, je retiens cette volonté entrepreneuriale des jeunes. On la constate à la Martinique et la Chambre de commerce et d'industrie a noté de nombreuses créations d'entreprises par des jeunes Martiniquais qui sont revenus pendant la crise Covid et qui se sont installés. Il faut toutefois, et je rejoins là-dessus Joël, pour que ces entrepreneurs réussissent chez nous, dans les Outre-mer, il faut qu'on leur donne les moyens de faire des levées de fonds, qu'on les accompagne dans ces dynamiques nouvelles. Il faut que tous ceux qui ont un projet viable puissent trouver sur les territoires les financements. On n'a pas d'expérience ou d'expertise en matière de capital, enfin de capital développement, de capital risqueur. On n'a pas beaucoup de business angels, mais il faut accompagner le développement de ceux qui veulent le faire chez nous. Et je veux citer une réussite, celle de France Ebader et de la société Green Technology, qui fait partie des 20 pépites françaises en matière de transition énergétique. C'est-à-dire que sur nos territoires, on peut réussir à condition qu'on soit accompagné. C'est une des missions des chambres de commerce et d'industrie. Et je crois que globalement, les chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer font le job en accompagnant tous ceux qui ont des projets. Nous avons à la Martinique un partenariat avec le Crédit Agricole sur le village BASCA, qui est un incubateur, qui permet aux jeunes qui ont envie d'entreprendre de réussir chez eux. Donc moi, je reste très positif et je crois qu'il faut ensemble faire en sorte que nos jeunes aient envie de revenir. L'attractivité, on l'a évoqué, j'y reviens pas, mais qu'on leur donne les moyens financiers d'investir dans leur territoire. Merci Philippe. Si Madame Nadine Afidou peut avoir la gentillesse de nous donner ses conclusions, de nous faire part de ses conclusions. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis contente qu'on termine sur cette note positive parce que, comme beaucoup d'entre vous, moi, je crois beaucoup à notre jeunesse ultramarine. Mayotte, vous le savez plus particulièrement, on a vraiment une grosse part de jeunesse sur notre territoire. Et malgré la situation qu'il peut y avoir, on note vraiment un dynamisme dans la création d'entreprises, dans les projets de sensibilisation d'entreprise au sein des établissements scolaires, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. Je pense que c'est une période où il faut être vigilant pour leur permettre de ne pas louper le coche. Mais je reste quand même vraiment sur ma position sur le côté attractivité.
Et si on n'agit vraiment pas sur cet aspect d'attractivité des territoires, malheureusement, on risque de perdre beaucoup. Et je voulais aussi, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais quand on parle souvent de manque d'ingénierie, on l'attribue aux collectivités locales, peut-être aux entreprises, mais n'oublions pas quand même que tous les services déconcentrés de l'État manquent énormément de moyens et souvent de bons encadrants, de bons cadres administratifs qui justement empêchent que les projets et je veux dire, les actions menées par l'État soient suffisamment ficelées et aboutissent, sachant en plus que ce sont souvent des fonctionnaires qui ne restent que 4 ans maximum et que le turnover est aussi une chose qui freine énormément nos territoires. Donc, moi, je reste quand même très positive, mais je pense qu'il ne faut pas viser simplement les défaillances de notre système local, mais voir aussi les moyens d'améliorer les services de l'État déconcentrés et les systèmes d'affectation, les personnes qui viennent chez nous pour nous accompagner dans le territoire, pour justement mobiliser et accompagner nos entreprises, nos collectivités à nous développer. Merci Nadine. On va terminer par… je redonnerai quand même la parole à Charles, puisque tu as introduit, si je puis dire, un peu d'optimisme dans cette grisaille. Ton sentiment, prêt à relever tous les défis de l'encadrement, les défis de la passation à d'autres jeunes comme toi et encore beaucoup plus jeunes? Aujourd'hui, ce défi, on est également dans cette vision de la transmission transgénérationnelle, parce qu'avec notre centre de formation, on s'est dit comment minimiser ce fossé qui se crée entre ces deux générations qui ne communiquent plus. À chaque fois, dès qu'on part aux Antilles, on a toujours cette vision, les jeunes qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à comprendre les aînés qui ne comprennent pas les jeunes. On a fait l'expérience en disant à certaines personnes quasiment qui étaient à la retraite, en se disant, est-ce que ça vous intéresse de former nos jeunes sur l'éducation financière avec cette méthodologie? La plupart, ils ont trouvé cette idée très séduisante et ils ont commencé à mettre ça en place et ça a créé vraiment ce lien, ça a créé un nouveau lien. On s'est dit, pourquoi pas continuer à aller dans cet axe, toujours en parlant d'économie, en les accompagnant réellement à se dire, c'est bon, c'est possible. Il y a une possibilité de communiquer. Un deuxième axe leur permet justement de continuer à investir. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au 6e DOM, se dire on peut aller maintenant sur de la communication où il y aura la transmission d'informations en disant que c'est possible, vous pouvez investir et vous pouvez justement être un acteur économique. Merci Charles, merci pour tout ce que tu fais. Est-ce que Joël, avant-dernière prise de parole? Bon, je resterai sur ce que j'ai dit avec une note d'optimisme et un point d'alerte concernant notre jeunesse. Je suis convaincu que le logiciel de la jeunesse ultramarine évolue. Et d'ailleurs, ça va être intéressant parce que c'est certainement un des éléments qui va amener à redéfinir ou à définir la relation entre les territoires, la relation dans les bassins océaniques et certainement la relation avec l'Hexagone également. Donc, un point d'attention et un point d'alerte. Hervé Tonnerre, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes haut fonctionnaire, mais un fonctionnaire qui respectait les élus locaux. Ils ont été bousculés au cours de cette crise, très bousculés. Vous avez été, je le rappelle, DGS en Guyane. C'est-à-dire vous connaissez les territoires. Optimiste, pessimiste, faut-il jeter tout le monde avec le bébé avec l'eau du bain? Comme vous dites, je suis fonctionnaire, donc je m'astreins un devoir de réserve. J'ai eu la chance de servir avec plaisir et honneur un élu qui se donnait sur un territoire très compliqué. Donc, je serai le dernier à jeter la pierre aux élus. Par contre, et j'ai entendu tout à l'heure mon homologue, M. Joseph, qui est juste à côté, je pense qu'à un moment, il faut être capable de poser le bon constat. C'est-à-dire travailler une introspection, quel est le constat? Et après, du côté de la Banque des territoires, on est dans l'opérationnalité. Donc, une fois qu'on a un constat, nous, on est prêt à accompagner ce que je disais. S'il y a un projet, une ingénierie pour le conduire, derrière, nous, on mettra les financements nécessaires. Donc, à un moment, c'est quelle stratégie on veut sur un territoire.
c'est des territoires qui sont éminemment complexes, sur lesquels les réponses ne sont pas simples. Encore que on est dans une république, encore qu'on a des élus, encore aussi qu'on a un État même central, parce que quand il faut de la solidarité nationale, y compris pour ramener l'ordre ou pour apporter des dispositifs exceptionnels, ce qu'on disait sur les territoires du Pacifique, la solidarité nationale s'exprimait alors que les compétences n'étaient plus celles forcément de l'État. Donc je pense vraiment que c'est la solidarité et la fraternité, c'est les devises de notre République. Donc je pense, et comme nous, on est un outil républicain du côté de la Caisse des dépôts, c'est voilà, je pense que ce genre de table ronde qui était de haut niveau permet de pouvoir poser les bases. Après, dans chaque territoire, il faut faire un constat, il y a une crise. Quelle expérience on en retire, et puis pour éviter la prochaine crise, c'est surtout ça qui nous dit, c'est qu'au moins s'il y a une crise, que les Outre-mer soient plus résilients. Et à partir de là, c'est les Outre-mer eux-mêmes, les élus ultramarins, avec l'État et avec les acteurs économiques, dont des acteurs comme nous, qui doivent pouvoir trouver des réponses opérationnelles. Mais d'abord, je crois il faut que le monde politique local, qui englobe aussi l'État, se saisisse, mais il ne faut surtout pas délégitimer les élus, parce que là, s'il n'y a plus d'élus, je pense qu'on est dans des choses qui vont être très, très compliquées pour l'avoir vécu aussi. Des fausses réponses, des réponses de colère. À un moment, on peut écouter la colère. Après, donner un poids spécifique, une légitimité à la colère, me fait extraordinairement peur. Merci, monsieur le directeur. Pour terminer, monsieur le vice-président Alain André. Merci. Terminer, en fait, juste conclure cette table ronde, parce que je pense que les sujets qu'on a abordés ne s'arrêtent pas ce soir, tout de suite, là, maintenant, quand le micro, la caméra vont se couper. Je pense que ce qu'on retient, le CESE, vous savez, tout le monde dit que le CESE, c'est l'endroit de la réflexion du temps long. Alors, le sujet de la relance, il n'est pas vraiment dans le temps long, il est plutôt dans le moyen terme. Mais c'est la crise Covid, le président Leung l'a dit tout à l'heure, elle a servi à la fois de révélateur et d'accélérateur. Une des révélations que moi j'aime souligner, c'est ce que vous venez de dire, M. Tonnerre, c'est ce cocon protecteur que représente la République et tout ce que apporte égalité, fraternité. Je pense que quand la jeunesse a de l'espoir, on a tout intérêt à renforcer ce caractère protecteur qu'apporte la République. On a souvent souligné dans les travaux du CESE la nécessité d'une égalité républicaine plus forte à l'égard des territoires ultramarins, notamment sur les questions de services publics, sur l'accès à la santé. Tout à l'heure, Nadine soulignait la difficulté à éventuellement faire matcher les besoins en compétences et les compétences. Il y a la question de la formation aussi qui est très importante. On en a un peu parlé, mais je pense que c'est aussi une question très importante, parce que la relance, ça passe aussi par est-ce qu'on a les compétences, quels moyens les territoires ultramarins ont pour acquérir ces compétences ou faire monter en compétences. C'est un peu l'action que vous menez. Voilà, je pense que demain, il va être présenté donc, cet avis de suite. Une des choses que nous, on va dire, c'est que plus peut-être qu'un plan de relance, les territoires ultramarins ont besoin d'un plan de mise à niveau, et notamment sur ces questions qui touchent à l'égalité républicaine. Voilà, je pourrais parler très longuement de ces sujets-là, mais je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci à tous. Je pense que… Pardon, Marie-Christine ? Voilà. Marie-Christine, qui est la rédactrice en chef d'Outre-mer 360. Je voulais juste remercier l'ensemble, non seulement l'ensemble de ceux qui sont au CESE avec nous, mais tous ceux qui patiemment ont attendu, qui ont participé en visio. Vraiment, nous sommes dans une émission interactive et nous allons en faire de plus en plus. Merci également au CESE qui nous a permis de façon, j'allais dire, luxueuse, gentille, sympathique, de faire en sorte que les trois océans soient réunis ici, dans ce temple de la concertation. Merci à tous, bonne soirée à tous et à bientôt.